Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation, l'avant-course de ces 24 heures du Mans 2021. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, à mettre un pouce bleu également, à me donner vos pronostics, tiens pourquoi pas dans les commentaires. On va parler déjà de ces 24 heures du Mans, ces 24 heures du Mans qui s'élanceront à 16 heures cette année sur le circuit de 13 km, le circuit Bugatti qui n'a pas changé. Ce circuit Bugatti, toujours la ligne droite des Hunaudières, Indianapolis, le virage du raccordement et la courbe d'Enlop, donc là pas de changement. S'élanceront à 16 heures, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention du côté des températures également, car elles vont aller en décroissant au fur et à mesure de la course, et c'est-à-dire qu'en fin de 24 heures du Mans, on aura plutôt des températures élevées, donc c'est-à-dire qu'au niveau de la dégradation des pneus, ça sera plus important, donc il faudra faire vraiment très attention de ce côté-là. Sur ces 24 heures du Mans également, particularité, on les fait en août, c'est-à-dire qu'on aura un peu plus de nuit que d'habitude normalement. On a très peu de nuit vu qu'on fait cette course fin juin. Là, la nuit sera un peu plus longue. La nuit va tomber dès 21 h et le jour ne se lèvera pas avant 6 h. Donc ça va un petit peu changer les choses. La nuit sera plus longue. Il faudra faire attention aux pressions de pneus, ne pas mettre des pressions trop élevées, car sinon vous allez peut-être avoir ou trop basse, parce qu'en termes de température ça peut être compliqué, mais avec des pressions trop élevées vous aurez peut-être du mal à faire chauffer vos pneus. Et donc il faudra faire attention. Particularité également cette année, il n'y aura pas 62 voitures sur la grille mais seulement 61. L'IDEC numéro 17 ne prendra pas le départ. 2 accidents, un en essai libre 3, un autre lors de la journée test qui a fait abandonner cette équipe. C'est dommage, il y avait Thomas Laurent sur cette voiture qui devait participer à ces 24 heures du Mans de manière exceptionnelle, vu qu'il a remplacé un pilote blessé. Eh bien, il ne fera pas ses 24 heures du Mans, donc il commentera la course sur la chaîne d'équipe. C'est un petit peu un ascenseur émotionnel pour lui cette semaine du côté du Mans. C'est aussi la première édition avec les hypercars, ces nouvelles voitures qui remplacent la catégorie LMP1. Alors pour le moment, 5 voitures seulement au départ, mais dans les années à venir, ça sera plutôt pas mal. Et puis, il va y avoir également l'arrivée des LMDH, et ça fera une catégorie d'élite où on devrait au moins avoir 10 voitures au départ, et c'est pas arrivé depuis quand même, je pense, le début des années 2000, cette affaire-là. Et bien voilà, je crois qu'on a un petit peu tout dit sur la présentation de la course. Eh ben, on va revenir sur les qualifications avec la grille de départ, un petit peu faire la présentation de cette grille de départ. Et en pole position, c'est la Toyota numéro 7 de Mike Conway, Kobayashi et Lopez qui partira avec un Kobayashi qui a été exceptionnel avec une pole en 3 minutes 23. Bien en dessous des espérances de chez Toyota et des prédictions de chez Toyota. On ne s'attendait pas à aller aussi vite, et même l'ASO ne s'attendait pas à ce que les hypercars aillent aussi vite, parce qu'on a lancé les hypercars pour ralentir les voitures, et puis surtout pour diminuer le coût pour les constructeurs. Bah, autant vous dire que là c'est un petit peu surprenant, et surtout aussi que les voitures et le look des voitures de série beaucoup plus, et donc que ça soit meilleur au niveau marketing. Cette voiture numéro 7 s'élancera devant la numéro 8, la Toyota sœur de Buemi Nakajima Hartley. Hartley qui n'a pas été très performant, j'ai trouvé en hyperpole, et il a eu du mal à sortir un chrono clair. On retrouve ensuite l'Alpine A480 de Negrao, la Pierre Vaxivière devant la Glickenhaus 708 de Derani Maillot-Plat. Ça nous promet une deuxième ligne très animée, parce que l'Alpine a un peu gêné la Glickenhaus, et il semblerait que Olivier Plat et Lapierre se soient échangés, comment dire, des petits noms d'oiseaux à travers la voiture, à travers les portières, et c'était assez chaud lors de cette fin d'hyperpole. On retrouve en dernière position la Glickenhaus de Briscoe, Westbrook et Dumas, Romain Dumas qui a eu du mal en termes de rythme, qui a jamais eu non plus un tour très très clair du côté de cette 709, et puis quand il a eu un tour clair, il a fait une erreur sur la fin du circuit, donc c'était pas vraiment l'idéal pour Romain Dumas. Du côté donc de cette catégorie hypercar, qui est le favori? C'est dur à dire. Toyota semble favori parce qu'en termes de rythme, ils sont hyper rapides. Surtout, ils ont une marge de sécurité, j'ai l'impression, sur leurs concurrents.
Malgré tout, cette Toyota a eu pas mal de problèmes techniques, notamment à Spa, notamment à Portimao. Et ils ont eu pas mal de soucis. Certes, même si ils ont fait des courses de simulation, notamment au Paul Ricard, notamment à Portimao, ce ne sont pas les 24 heures du Mans. Ce ne sont pas le circuit des 24 heures du Mans qui est très exigeant au niveau moteur, au niveau frein. Ce circuit des 24 heures du Mans, donc la Toyota, certes, pour le moment tout se passe bien, mais il ne faudrait pas avoir des problèmes de fiabilité parce que en troisième position on retrouve l'Alpine. L'Alpine, c'est la grand-mère de cette catégorie, je rappelle, c'est l'ancienne Rebellion qui était en LMP1, qui a été légèrement modifiée pour intégrer cette division Hypercar, mais surtout en fait cette Rebellion était juste un châssis Oreca LMP2 légèrement modifié, et c'est une voiture qui a déjà fait plusieurs fois les 24 heures du Mans, et on sait que c'est une voiture qui est désormais extrêmement fiable. L'Alpine A480, donc il faudra faire attention. Et puis derrière c'est Signatec. Signatec, c'est aussi une équipe d'expérience, notamment en LMP2. C'est une équipe qui sait courir les 24 heures du Mans, donc il faudra faire attention à l'Alpine numéro 36. Et puis la Glickenhaus aussi, car la Glickenhaus a eu peu de problèmes de fiabilité depuis sa mise en route à Portimao, et surtout c'est une voiture qui n'est pas larguée sur ce circuit du Mans. On s'attendait à ce que les Glickenhaus soient beaucoup plus loin, et la 708 a été vraiment très performante. La 709 un peu plus en difficulté, mais sur le rythme de course, il faudra faire attention, et surtout ils sont performants en ligne droite. C'est-à-dire que si ils dépassent l'Alpine, l'Alpine aura du mal à redépasser cette voiture, et ça pourrait être un véritable problème. Du côté des LMP2, sacrée domination de l'équipe Oreca, de châssis Oreca, vu que le premier châssis Ligier est en fait en dernière position dans cette catégorie LMP2. C'est pas vraiment une surprise, hein. On sait qu'Oreca a vraiment fait la différence avec son châssis, et surtout que les adversaires ont très vite baissé les bras. Donc on retrouvera la 38, celle du Jota Sport, avec un énorme Antonio Félix da Costa qui a été dominateur lors de la séquence d'Hyperpole. Il s'élancera donc avec Gonzalez et Anthony Davidson, pilote d'expérience Anthony Davidson, notamment chez Toyota, notamment également en F1 chez Baronda, pour ceux qui s'en souviennent. Cette 38 donc partira en pole position devant l'Oreca numéro 41 de Kubica, Deletra et Yeh. Deletra qui a été bon, faire attention également à Kubica qui a quand même pas mal d'expérience désormais en endurance. On retrouvera ensuite l'Oreca 65 de Canal Stevens et Allen de l'équipe Panis Competition. Elle a eu un petit souci en essai libre 4, donc juste après l'Hyperpole, cette voiture, donc on a quelques inquiétudes quand même. On retrouve ensuite la 26 du G-Drive de Rusinov, Colapinto et De Vries, puis deux autres Oreca de United Motorsport, celle de Jamin Aberdheim et Maldonado, et celle de Di Resta à Lynn Boyd. Un peu surpris que ces deux voitures-là partent 5 et 6 sur la grille LMP2. Elles ont eu du mal à faire un bon chrono lors de la séquence d'Hyperpole, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est une équipe également d'expérience qui maîtrise les courses longue durée, les courses d'endurance du côté de l'équipe de United Autosport. On retrouvera ensuite la deuxième voiture du Jota avec Gelael Van Dorn Blosquist, puis une Oreca de Garcia, Duval et Nato du Real Racing Team. Faire attention avec Duval et Nato, équipage quand même d'expérience. Et l'Oreca 48 partira elle en dernière position sur la grille, même des stands, la voiture de Lafarge, Châtain, Pilet. Donc elle ne s'élancera pas sur les indications que là on avait sur mon autre écran. Et donc la 17 ne prendra pas le départ non plus. La 17 qui était un peu devant, mais qui a été déjà éliminée de ce classement sur le site Ouest France. Donc voilà, dans cette catégorie LMP2, ça va être très serré encore une fois. Il ne faudra pas faire d'erreur, ne pas se rater aux arrêts au stand, car la voiture qui passera le moins de temps aux arrêts au stand sera vainqueur. Très clairement, il faudra rouler vite, ne pas faire d'erreur. Ça va être un sprint de 24 heures. C'est vraiment une catégorie où on va avoir une sacrée bagarre, comme en GTE AM. Ce sont les deux catégories où je pense qu'il y aura le plus de bagarres, enfin avec surtout le plus de voitures. Faire attention également en GTE Pro. On y passe tout de suite, la pole position
Pour la Porsche 911 RSR de Dries Vanthoor, Parente et Maxime Martin, le Belge. Un pilote Audi et un pilote Aston Martin, c'est surprenant, mais ils sont dans une Porsche qui n'est pas une Porsche officielle, c'est une Porsche privée du Hub Racing, une équipe de Taïwan. Donc c'est la 72 qui partira donc devant la Ferrari 52 de Serra Molina Bird du team AF Corse. Serra qui a fait vraiment des très très gros chronos, le pilote brésilien en hyperpole. Et puis on retrouve ensuite la première Corvette, la 64 de Milner, Tandy et Sims, devant la deuxième Ferrari de AF Corse de Perguidi, Calado et Côme Ledegar, la 51. Surprise dans cette hyperpole, c'est la contre-performance des Porsche 911 RSR avec Bruni, Lies, Makowiecki qui font 5 juste devant Estre, Jani et Christensen, en sachant que Kevin Estre a abandonné dès le début de cette séance d'hyperpole. Beaucoup de réparations sur sa voiture et ils n'ont pas tourné lors des essais libres 4, donc on peut être un petit peu inquiet quand même pour cette voiture qui a subi des gros dégâts surtout sur l'arrière, donc c'est toujours un petit peu inquiétant. Dans cette catégorie, on retrouve ensuite en 7ème place la Porsche 911 RSR du WeatherTech de McNeil, Bornber et Lawrence Vanthoor, et puis la Corvette C8R de Garcia, Taylor et Katzberg, un petit peu larguée, cette deuxième Corvette, elle était à 2 secondes 7 en qualification, donc vraiment elle n'arrivait pas à faire de bons chronos. On passe dans la catégorie GTAM avec la pole position pour Julien Loher, Bastien et Arnold sur la 88 du Dempsey Proton Racing, en sachant que Patrick Dempsey doit passer ce week-end. C'est pas une surprise de voir cette voiture-là bien classée. On sait que Julien Loher est un pilote officiel Porsche, que c'est une voiture qui est toujours quand même soutenue de manière assez importante par Porsche. Il y a des accords entre Patrick Dempsey et Porsche depuis des années. On retrouve ensuite la 86 de Wainwright, Barker et Gamble, puis la 56 du Project One de Perfetti, Keroli et Pera. Pas de surprise de voir Keroli devant. Les Aston Martin assez inexistantes. On rappelle que les Aston Martin se concentrent désormais en GT-AM, notamment avec le TF Sport, mais ça n'a pas été très rapide, notamment pour la 33 de Keating, Pereira et Fraga, ou les Ferrari également d'AF Corse qui ont eu du mal, notamment pour Cresoni, Mastrionadi et Alliot sur la 80, Callum Alliot, l'ancien pilote de Formule 2, ou celle de François Perrodo, Nielsen et Rovera sur la 83. Pas de grande surprise en GTA, les meilleurs sont devant. Et les pilotes un peu moins expérimentés sont derrière. Je rappelle qu'en GTA, vous avez deux pilotes bronze, 2 gentleman drivers pour un pilote or. Voilà, c'est un système qui a fait ses preuves quand même depuis de nombreuses années. Fisichella, partira sur la 54, il partira un petit peu loin, notamment Fisichella, il n'était pas, je crois, en hyperpole, le pilote italien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc le départ de la course à 16h, on fera le débrief de ces 24 heures du Mans également en vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.